Leur sort reposait entièrement sur le bon vouloir de juges qui officiaient un peu plus loin, dans une ambassade du muscle. Ce serrurier du règlement, tous habillés de rouge, détenait le terrifiant pouvoir de délivrer ou non le précieux sésame olympique. Pour passer la censure, Phéréniké eut alors l'idée d'un stratagème. Elle dissimula ses traits sous d'amples vêtements, tandis que son fils, lui, se dévêtit entièrement. La ruse fonctionna à merveille. Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission Au gré des pages. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une émission où nous allons parler des femmes avec un homme. Il a un parcours sportif, s'est beaucoup investi dans le sport, dans la natation notamment. Il est professeur de PS et il vient pour nous parler, alors un petit peu de sport, mais surtout des femmes qui font du sport, mais pas que. Bonsoir Bruno Giroux. Bonsoir Lorraine, merci de votre invitation. Ah, ben avec grand plaisir. Moi, quand je suis tombée sur votre ouvrage, je me suis dit, waouh, déjà, la première de couverture est hyper impressionnante. Donc, vous publiez Plus forte aux éditions Complicité, qui est un recueil de nouvelles, on va dire, c'est un récit fiction où vous vous inspirez de faits réels pour mettre en valeur des femmes plutôt sportives, mais vous appuyez du coup sur cette part de réalité pour dresser un petit peu les parcours, les histoires. Comment vous est venue cette idée, vous qui êtes un homme, d'écrire sur des femmes? Alors c'est vrai que vous avez souligné que j'étais sportif et j'ai entraîné autant les garçons que les filles à niveau national. Et la question effectivement qui est meilleur que l'autre n'avait pas de sens. Après j'ai toujours écrit sur le sport. Parfois de façon très frontale, dans mon ouvrage précédent, Chlore. Dans certaines émissions télé, France 2, France 3, je parlais d'héroïnes comme Yvonne Godard, Gisèle Valeret, qui ne sont pas très connues en natation. Mais voilà, j'avais déjà cette connexion pour pouvoir le faire. Et puis, une frustration aussi, puisque en parlant du sport, le sport c'est l'histoire, et lorsque j'ai évoqué dans Chlore, aborder toute cette saga nageuse des années 1896 jusqu'aux années 50, il y avait très peu de femmes. Par un fait, entre guillemets, par un fait, hélas, sociétal, elles n'avaient pas le droit de le pratiquer pour résumer de façon schématique. Donc c'est un livre, pas de rattrapage, mais j'ai voulu leur donner dans ce recueil la part belle. Et comment est-ce que vous avez fait votre choix? Parce que je me suis posé la question, alors effectivement on découvre parfois, moi j'ai découvert certains profils, je me suis demandé comment, parce qu'il y a des profils extraordinaires, des parcours de vie saisissants, impressionnants, inspirants. Comment est-ce que vous avez fait pour vous démener avec tout ça et n'en choisir que quelques-uns au final? Eh bien voilà, je me suis démené, comme vous avez dit, le choix était tellement vaste qu'il a bien fallu, hélas, faire une sélection. Donc effectivement, je voulais déjà 9 sports différents, 9 époques différentes et dans 9 régions différentes. Donc déjà, ça m'a canalisé un peu l'endroit. Après, il y a des figures qui étaient presque des passages obligés pour moi, qu'on connaît très bien, comme Catherine Swizer, en avril 67, la première femme officiellement qui pratique le marathon et voilà. Mais d'ailleurs, je ne voulais pas l'aborder frontalement pour celle-ci, toujours par un biais, on pourra en reparler plus tard. Donc, par rapport aussi à ces figures imposées, j'ai voulu aussi d'autres figures moins connues, comme Connie Royi, par exemple, pour le sumo, etc. Dora Radjen, qu'on ne connaît pas tellement par rapport au jeu 36, etc. Donc voilà. Découvert, très je bien, vous dis, je ne vais pas faire celle qui sait. Moi, j'ai le connu et puis l'inconnu, et puis voilà, je revisitais aussi de façon romanesque, et pas que romanesque d'ailleurs. Dans certaines nouvelles, c'est très romanesque, dans d'autres un peu moins. Revisiter le parcours sportif de ces héroïnes qui ont fait le sport de l'époque et qui permet à beaucoup de pratiquer aujourd'hui sans savoir que ça a été un combat de haute lutte. C'est ça, il y a une dimension sociétale dans cet ouvrage Plus forte, parce que vous racontez un petit peu les démêlés qu'il y a eu. On comprend à travers ce que vous dites, la façon dont vous l'amenez, que ça n'a pas toujours été évident, ça n'a pas toujours été de soi.
que les femmes pratiquent le sport, qu'elles le pratiquent à haut niveau, qu'elles aient les conditions pour le faire. C'est une volonté aussi de revenir un petit peu sur la genèse de l'histoire et de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de faire un peu le point. C'est à peu près ça. Je fais un panorama qui part de très loin. J'ai une nouvelle qui se passe au jeu antique, donc il y a 2500 ans, et qui fait référence d'ailleurs au passage que vous avez lu au départ sur Phéréniké, qui est une femme qui s'est déguisée en homme pour pouvoir entraîner son fils aux Jeux Olympiques. Voilà. Mais comme c'est une femme, elle n'avait pas le droit de rentrer dans le stade olympique, sinon la punition c'était d'être précipitée en haut du mont Taïfos. Voilà, elle était mise à mort aussitôt. Voilà. Et d'ailleurs, le fait d'utiliser cette nouvelle et de la dédier à Sahar Kodayari, qui est une Iranienne, qui même 2500 ans après, quelque part, l'histoire est très très en balance, puisque Sahar Kodayari, elle s'est infiltrée, si j'ose dire, dans un match de foot déguisé en homme, parce que les femmes, en 2019, n'avaient pas le droit de voir les hommes pratiquer du foot. Elle a été démasquée, on a voulu la juger, mais elle s'est immolée, le feu, juste avant. Donc en fait, les histoires sont extrêmement parallèles entre le passé et le présent, et c'est ces ponts que j'essaye de faire pour chaque nouvelle. Et c'est intéressant aussi de voir comment, malgré les époques, malgré une certaine évolution, pourrait-on dire, ou l'espère-t-on, tout du moins, il y a cette récurrence de lutte. Les femmes ont dû, et on le voit encore aujourd'hui à travers certains combats qui sont menés, les femmes ont dû lutter pour se faire leur place. Toujours. Là, ce n'est absolument, ça a toujours été comme ça. La place ne leur a pas été donnée. Et il y a eu pas mal de stratagèmes pour ces 9 femmes. Ça a pu être de façon très frontale. Marie Marvin qui décide voilà, de participer au premier Tour de France à vélo. Voilà, 1906-1908, enfin elle arrive, elle veut participer, on lui interdit. Résultat, elle part un quart d'heure après les hommes, et elle termine le tour, alors que la moitié des hommes ne vont pas réussir. Mais elle le fait frontal. C'est un combat, c'est absolument extraordinaire. Donc ça peut être de façon frontale. Gertrude Ederle, lorsqu'elle décide de traverser la Manche à la nage voilà, en 26, aucune femme n'avait réussi. Elle le fait en 1926, et elle bat tous les records masculins juste avant. Donc voilà, mais à chaque fois, ça a été un combat. Alors, parfois de façon frontale, mais beaucoup de façon dissimulée ou semi-dissimulée. Catherine Switzer, lorsqu'elle a voulu participer au marathon de Boston, le 19 avril 67, eh bien, elle n'a pas mis son nom, Catherine Switzer, elle a juste mis KS pour que le staff ne se rende pas compte qu'il y avait une femme. Et grâce à ça, elle a pu intervenir. Elle a pu courir. Il s'est passé un imbroglio pendant la course, tout le monde connaît, mais justement, j'en parle dans la course du faune. Et Emma Sulter aussi, c'est un autre cas de figure dans la nouvelle sortie de piste où elle a dû affronter beaucoup un autre cas à part que je pourrais évoquer plus tard. Mais quand vous évoquez tous ces cas, toutes ces difficultés, toutes ces barrières qui ont été érigées et que les femmes ont tenté, avec plus ou moins de succès, ça dépend d'abattre, je repense à un extrait de Jeannie Longo, qui a participé plusieurs fois au Tour de France, etc., qui se justifiait presque de vouloir de vouloir poursuivre dans le cyclisme. Oui. Et on se retrouve avec une scène très sexiste, pour le coup. On ne mettait pas tout à fait les mots à l'époque, où elle se retrouve face à une assemblée d'hommes qui la jugent et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elle veut faire du vélo. Je vois très bien de quoi vous parlez, parce que j'ai écouté plusieurs fois l'émission sur l'INA, où on la voit qui parle avec un coureur cycliste qui est devenu après, je ne vais pas dire, enfin bref, dirigeant, bref, et la scène est surréaliste. Oui, c'est glaçant. C'est glaçant, et les propos sont d'un sexisme absolu. C'est laid de voir une femme sur un vélo, c'est absolument, absolument violent. Mais là, on parle des années 60, mais actuellement, c'est un petit peu la même chose. On a toujours les mêmes, entre guillemets, moqueries. Lorsqu'une Tour de France féminin, lorsqu'il y a une femme qui tombe, les femmes, elles ne savent pas rouler à vélo, etc. Alors, il y a la même proportion de chute garçon-fille. Et puis pour le dernier Tour de France, les garçons avaient droit à la première classe, les filles à la seconde. Enfin, les combats, si on regarde d'un peu plus près, derrière le vernis égalitaire, il y a beaucoup de choses à rectifier. Et vous qui êtes professeur de PS, qui êtes au contact... Alors, j'étais professeur de PS. À l'époque, j'étais entraîneur de natation, j'ai un BE2, j'ai dirigé un pôle espoir, mais j'ai aussi
licence en documentation, maîtrise en lettres, et donc je suis professeur documentaliste à Bellevue. En fait, j'ai 2 casquettes. D'accord, Voilà, d'accord. Donc, voilà. beaucoup de casquettes que je découvre. Voilà. Ben, du coup, oh, c'est d'autant plus un plaisir de vous avoir sur notre plateau ce soir. Vous êtes au contact de personnes en devenir, d'étudiants, de jeunes adultes. Comment est-ce que ça se traduit aussi dans leur quotidien? Parce qu'on parle souvent de cette égalité hommes, femmes, filles, garçons, qu'on essaie d'instaurer dès la plus tendre enfance. Ce n'est pas évident. On parle de sexisme ordinaire ou extraordinaire. Enfin voilà, il y a différents termes. Comment est-ce qu'ils vivent ça, vous qui les côtoyez? Alors, c'est vrai que moi, quand j'entraînais avec un CTR Philippe Mijon, comme je vous ai dit en antenne, on entraînait de la même façon les garçons et les filles, donc ça ne se posait pas. Mais c'est vrai que dans mon entourage, même proche, j'entendais des réflexions sexistes, même actuellement. Mhm. Et que je me suis rendu compte, et ça a aussi motivé l'écriture de ce livre, qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour essayer de remettre les mentalités, disons, à niveau. Mais il y a eu un travail de sape, de lavage de cerveau absolument énorme. Quand on y pense, c'est comme un biais de causalité que on crée les conditions à l'époque pour que les femmes ne puissent pas pratiquer. Mhm. Et après, c'est très pernicieux, on se sert du fait qu'elles n'aient pas de résultat pour justifier qu'elles ne sont pas douées. Donc c'est une D'accord. inversion qui paraît logique, mais en fait qui est provoquée, qui est totalement Programmé. programmée, exactement. Et puis je pense aussi aux femmes qui se conditionnent elles-mêmes. Mhm. Voilà, donc je dois rester à la maison, etc. etc. Donc c'est pas que garçons-filles, parfois les filles peuvent aussi Oui, développer malheureusement ces projections. réactions-là. Puis notre futur ex-président en disant il faut réarmer la France, voilà, donc par la démographie, on comprend ce que ça veut dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Et clairement, c'est une catégorie bien précise de la population, à savoir les femmes, Exactement. qui est ciblée avec ce type de discours-là, alors que justement, au quotidien, il y a tout un travail qui est fait pour essayer de faire en sorte que chacun ait les mêmes aspirations, enfin, ait accès en tout cas aux mêmes possibilités. Mais il faudrait aussi qu'il y ait égalité des tâches, parce que même en proportion de pratiques sportives, c'est toujours les hommes qui ont le temps de plus pratiquer que les femmes. Enfin, il faudrait voir à tout niveau. Et je ne parle même pas de la direction des grandes fédérations sportives, où Exact. il y a une écrasante majorité d'hommes à la place de femmes. Sur 35 grandes fédérations, il n'y en a que 2, je crois, qui sont dirigées par des femmes. Il y a beaucoup de choses à faire, à la fois dans l'institution, dans la structure, et aussi dans les mentalités, d'où ce livre. Je lisais dernièrement une étude qui m'apprenait que la différence entre le fait que les femmes, les filles, fassent moins de sport que les garçons à l'âge adulte s'expliquait déjà dans l'adolescence parce qu'il y avait moins de possibilités mises en place, que les conditions étaient moins favorables, disons, d'accès par exemple à des vestiaires, ça peut être des choses comme ça, ça peut être de prise en compte aussi de certaines périodes dans la féminité, etc. Typiquement les règles, et que de plus en plus jeunes, les filles appelées à devenir femmes, eh bien, au fur et à mesure, désertent les espaces où on pratique du sport parce qu'il n'y a pas d'équipement, de dispositifs, de conditions propices à ce qu'elles puissent exercer du sport. Et qu'au final, du coup, ça se répercute après dans la vie d'adulte et qu'on se retrouve avec quelque chose de totalement déséquilibré. Est-ce que, selon vous, vous qui connaissez bien le sujet, ce sont des choses qu'on peut résorber et comment est-ce qu'on pourrait le faire? Je sais que la question est très vaste, je ne m'attends pas à ce que vous résolviez tout d'un coup, mais du coup, est-ce que vous avez des pistes ou... Oui, quelques-unes, mais il faut peut-être déjà penser, on a tous ce souvenir de cours d'école où 90% du territoire et ces matchs de foot des garçons, etc., qui prennent tout l'espace, et puis les 10% qui restent, c'est les filles qui restent au bord, quoi, et qui sont réduites à pas grand-chose. C'est souvent le cas encore aujourd'hui. C'est encore le cas, justement. Donc réfléchir à la géographie des cours d'école, redimensionner, repositionner peut-être l'espace pour mieux l'attribuer. Il faudrait Voilà. En fait, c'est toute matière peut réfléchir à cette redistribution et ce travail mental et physique du coup. Sur le livre Plus forte, sur votre ouvrage, j'aimerais savoir qu'est-ce qui, et on en discutait un petit peu hors antenne, vous a un petit peu guidé lors de la rédaction. Parce qu'effectivement, ce sont des figures que vous connaissez, vous vous êtes beaucoup documenté sur ce sujet, vous n'en êtes pas à votre premier ouvrage. Parce que c'est un récit fiction, on le rappelle,
Et effectivement, les femmes que vous décrivez, les parcours que vous nous partagez, ont bel et bien existé. Enfin, C'est inspiré de faits réels. Tous les parcours Voilà. sont exacts et ont vraiment existé. et du coup, vous composez avec ces parcours en ajoutant des petites choses, donc votre grain de sel. Et parfois, c'est un petit peu déroutant parce qu'on se demande, bon, alors là, quel est le rapport avec la réalité? Et du coup, je me demandais comment est-ce que vous aviez travaillé ça? Alors, effectivement, c'était un cas où parfois, sur certaines héroïnes, il y a beaucoup de matière. Voilà. Mais je ne veux pas faire de documentaire. Moi, je suis dans le roman, le romanesque, etc. Donc, je veux vraiment revisiter de façon romanesque. Je prends 2 exemples, si vous voulez. Pour le cas d'Emma Sulter, par exemple, beaucoup de choses ont été écrites, mais par contre, ça ne s'est pas su tant que ça, ce qui lui est arrivé. Donc, dans Sortie de piste, je me consacre à un épisode qui lui est arrivé aux Jeux Olympiques de 1976, où elle est qualifiée aux Jeux Olympiques, et arrivée sur place, elle doit faire sa course individuelle, et par un jeu de traction souterraine, où elle est d'ailleurs exclue, on lui interdit de le faire, on la remplace de façon... voilà. Et je fais coïncider le roman, enfin le passage, quand la vasque va s'éteindre, parce que je sais aussi, ayant pas mal lu sur le sujet, que la seule fois où la vasque olympique va s'éteindre, c'est pendant les Jeux de 76. Donc, quelque part, j'ai voulu faire... Une sorte de condensé. Exactement, jumeler quand on va lui souffler ses espérances, et au même moment, la vasque va s'éteindre. Donc, les 2 événements ont eu lieu, peut-être pas coïncider, mais mon jeu romanesque, ça a été de faire coïncider de façon métaphorique le désastre intérieur, son désarroi, exactement, voilà. Après, pour le cas d'autres nouvelles, eh bien, il n'y a pratiquement rien que l'on sait. Et d'ailleurs, sur la nouvelle Phéréniké, si on lit ce qui se dit sur cette femme qui s'est déguisée en homme, la plupart des choses, c'est une erreur qu'il y a sur Internet. Et moi, au début, je pensais écrire sur Kalipateira, parce que généralement, on pense que c'est Kalipateira à qui c'est arrivé, qui s'est déguisé en homme. Mais en fait, non. J'ai réussi à trouver la généalogie de la famille Diagoras, les 3 frères Akousélaos, Damogétos, Dorius, et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 sœurs, Kalipateira, mais également Phéréniké. Et en faisant toute la descendance, ça ne collait pas. C'était forcément la petite sœur, Phéréniké, à qui cette histoire est arrivée. Donc j'ai rectifié, et donc ça m'a permis aussi de corriger une erreur historique. Vous avez dû passer beaucoup de temps à chercher, à lire, à vous documenter. Ça vous a pris combien de temps pour tout remettre en place? On a presque l'impression, quand vous en parlez, que c'est un jeu de pistes et que... C'est ça, Oui. ça. Il ne faut pas se perdre soi-même, donc il faut écrire beaucoup, puis on restreint. Ben, je vais vous étonner parce que c'est allé assez vite. Et puis j'étais capable d'écrire 2-3 nouvelles en même temps, en fait. Parce que parfois l'inspiration bute lorsqu'on est sur une nouvelle, donc le fait d'en avoir une autre qui est en cours permet de rebondir, etc. Donc en 1 an, c'était fait. D'accord. En fait, c'est comme ce que vous êtes en train de décrire, j'ai l'impression que c'est comme un prolongement de la pensée. C'est-à-dire, hop, on écrit de ce côté, ok, on est un peu bloqué, mais c'est pas grave. En fait, la créativité continue et on a encore envie, et hop, on passe à une autre histoire, etc. C'est ça. C'est un jeu un peu de... Quand ça bute au niveau de l'inspiration ou alors des recherches historiques, eh bien, je bifurque un pas de côté et je fais un autre personnage. Et ensuite, petit à petit, je reviens, je croise et puis je vois ce qui peut fonctionner. Et quel est, je vais oser poser la question. Alors, ce n'est pas évident parce que les personnages ont existé, donc, mais bon, je tente. Quel est le personnage auquel vous vous êtes le plus attaché, qui vous séduit peut-être le plus, et pourquoi? Alors, initialement, comme je suis nageur, et je pensais mettre Marie Marvin, voilà, parce que traverser de la Manche, ça me parle, etc. Mais en écrivant, bon, je suis attaché à toutes, mais c'est Emma Sulter qui, effectivement, puisque je l'ai rencontrée, forcément, j'avais déjà écrit le recueil, mais je voulais avoir, avant de publier, d'abord trouver un éditeur. J'en ai trouvé plusieurs, mais je lui envoie la nouvelle en espérant qu'elle l'apprécie. Et ça a été vraiment un choc pour elle. Elle a été extrêmement émue. D'accord. Et alors, on a discuté longtemps, on s'est rencontrés, on a échangé beaucoup. Elle m'a donné d'autres éléments que j'ai rajoutés au fur et à mesure. J'ai reconstruit cette nouvelle. Et il y a eu une telle osmose qui a fonctionné. Et je suis rentré vraiment dans la détresse de cette personne qui, n'oublions pas, parce qu'on parle des Jeux de 76, mais on oublie qu'elle était qualifiée aussi aux Jeux de 72, à Munich. Elle s'est blessée, elle n'a pas pu y aller. Donc, imaginez la scène. Là, elle arrive à se requalifier. 2e Jeux Olympiques 76, on lui enlève sa course olympique. Et elle a la volonté extraordinaire de se requalifier encore pour les Jeux de 80, 4 ans plus tard. 3 Jeux Olympiques. Impressionnant. Impressionnant. Qui le sait? Franchement, qui le sait?
Donc, je Typiquement, voulais... moi, je ne le savais pas. Mais voilà, Enfin, je vous le on dis, connaît un petit c'est peu votre comme livre ça, qui me et l'apprend. après, je développe. Alors, je voulais pas qu'il y ait une sorte de péremption historique D'accord, pour elle. je vois. Parce que ça fait 50 ans que ça a eu lieu. 76-2028, ça fait 50 ans. C'est un triste anniversaire pour elle. Et si on peut enrayer, en tout cas, cette prescription mémorielle, eh bien, je fais le maximum. Et d'ailleurs, j'ai appris il y a quelques jours que cette nouvelle a été sélectionnée pour paraître dans la prochaine revue de l'édition Attribut, qui est une revue nationale et qui est la meilleure revue nationale sur le sport et l'histoire. Donc avec un lien Cairn, c'est-à-dire un lien universitaire. Donc il y aura une diffusion massive de cette nouvelle. Donc je suis content. Et j'espère aussi que réparation aura lieu pour elle de quelque façon que ce soit. Parce que si on regarde pour Emma Sulter son historique olympique sur olympics.com, eh bien on voit qu'elle a juste fait les Jeux olympiques de 80. Même les Jeux de 76, on ne voit pas qu'elle les a fait parce qu'elle a quand même fait les relais. Elle a fait 4 fois 100, elle est partie première. Donc voilà, réveiller un petit peu la fédération et puis dire, mais attendez, réparer enfin, pourquoi c'est... voilà, donc casser un peu l'intramuros où ça se sait comme ça plus ou moins, et maintenant, voilà, faire réparation et que justice soit faite. On ne demande pas de procès, évidemment, il y a prescription à ce niveau-là, mais oui, encore que. Mais maintenant, ça suffit. Oui, qu'il y ait une sorte de reconnaissance de ce qui s'est passé, et puis de... Voilà. Ça me révulse. J'ai entraîné à haut niveau. Ça se voit. Oui, non, mais c'est vrai. Et j'ai entraîné au Carifta Games ici, et j'avais une nageuse que j'avais réussi à qualifier, Clarisse Janvier. Je peux noter son nom d'ailleurs, au 50 Najib, donc il devait faire les Carifta, ça remonte à quelques années. Et par un jeu de passe-passe, on lui a préféré une autre nageuse qui est très méritante, mais qui n'avait pas fait les minima sur les 2 compétitions de qualif. Donc je me suis retrouvé à devoir... c'est le principe pour les Carifta. Bien sûr. D'ailleurs, les Carifta ont lieu en Martinique en avril. Comment lui expliquer après? Je l'avais en larmes en disant, mais tu as fait les minima, tu es qualifié, et on t'a préféré une autre qui n'avait pas passé par les temps de qualif. Donc cette situation, moi je l'ai vécue en tant qu'entraîneur, et ça a fait une résonance pour moi cruelle, et je voulais, par rapport à Emma Sulter en tout cas, faire le maximum. On comprend du coup encore mieux la démarche, et on ne peut que la saluer. Vraiment, c'est très intéressant. Ce que je vous propose, Bruno Giroux, c'est de rester avec nous pour qu'on passe à notre rubrique Tac au tac. On y va. De retour sur le plateau de Gré des Pages. Le principe est simple, les Itata le connaissent. Je vous pose des questions et vous me répondez du tac au tac sans réfléchir. Tac, tac. Ok ? Je vais essayer. Alors, votre mot préféré? Amour. Votre personnage préféré? Mais bon, vous avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Donc, du coup, je vais un petit peu adapter la question. Votre période sportive préférée? 1930. Pourquoi? Parce que à l'époque, c'est l'époque de Jean Taris, de Gisèle. Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur cette période-là, et c'était vraiment des conquérants et des conquérants de l'époque. Il n'y avait pas toutes les conditions de ce qui existe aujourd'hui. Et étant rentré dans l'histoire de ces personnes, il fallait vraiment avoir un sacré mental pour pouvoir performer à cette époque. Une chose parmi les nombreuses qui vous passionnent, mais une seule, si vous ne deviez en garder qu'une seule. Je sais que c'est dur, mais bon, c'est le principe un peu. On essaie de vous challenger quand même. Le sport. D'accord. Le sport. Ok. Et qu'est-ce qui peut vous pousser dans vos retranchements? L'injustice. D'accord. Oui, ça me motive beaucoup pour écrire. Et c'est souvent ça qui me déclenche... une idée, oui, et puis l'inspiration. Voilà, comme on est souvent impuissant par rapport à une situation. Donc les mots, c'est un petit peu ma façon d'essayer de me sentir moins coupable de quelque chose, de avoir l'impression d'agir. Et on terminera avec une note pas du tout sportive, mais culinaire, votre plat préféré? Le rougail saucisse. Ah, bon, on est raccord, c'est bien, c'est bien. Vous pouvez rester. Merci. Bon, merci beaucoup Bruno Giroux pour ce petit échange, on vous connaît un petit peu mieux. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre ouvrage, à ces merveilleux portraits en quelque sorte, enfin j'ai envie de les appeler portraits, mais ces fictions, ces récits, ces parcours. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ces parcours qu'il y a dans Plus Forte et que vous allez, enfin je suppose, partager, etc. Quelle vie est-ce qu'on peut souhaiter à votre ouvrage? Que ces parcours puissent servir de relais à d'autres. Donc on leur confie, voilà, de passer leur relais, et puis que
que parité bien ordonnée, je transforme, commence par soi-même, que les femmes aussi continuent ce travail, parce qu'on croit que c'est toujours linéaire, mais il y a des allers-retours, etc. Et que ces femmes sont inspirantes, et elles n'inspirent pas que des femmes, la preuve, et donc que ce mouvement ne puisse ne jamais s'arrêter. Eh bien, écoutez, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va conclure l'émission. Merci pour ce très bel ouvrage Merci beaucoup. que je vous recommande, les Itata. Procurez-vous-le, prêtez-vous-le, lisez-le. Et puis, inspirez-vous de ces femmes brillantes, inspirantes. Oui. Et je viens de aujourd'hui, j'ai appris qu'il était nominé pour le prix Tous Créoles, d'ailleurs. Donc D'accord. je vous l'apprends en même temps Ah, eh que bien, je écoutez, l'apprends. on a l'info en Voilà, exclusivité. voilà. Merci beaucoup. Et puis, ben, je vous dis à très très bientôt parce que vous êtes prolifique. Donc, à très bientôt dans Au gré des pages. Merci Vous beaucoup. repasserez nous voir. Avec grand plaisir. Ah, eh bien, Merci écoutez, infiniment. merci beaucoup. Et quant à vous, les Itata, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis, devinez quoi, à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.